Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une magnifique pièce de technologie qui coûtait quand même très cher à l'époque. Donc il s'agit d'un PowerPC 6500-275. Donc il s'agit de la série 6500 du Power Macintosh. Le 275 veut dire la vitesse du processeur. Donc on a un processeur qui va à 275 MHz. Ce modèle-ci était dans le modèle haut de gamme de l'époque. Donc il coûtait près de 3000 $. Et cette machine m'a été donnée par un professeur il y a de ça 4 ou 5 ans. Donc comme vous pouvez voir, l'ordinateur est en relative bonne condition. Il n'est pas vraiment jauni, sauf les côtés ci peuvent avoir un peu de plis. C'est parce que cet ordinateur là c'est le deuxième ordinateur que j'ai eu de ma vie. Puis je ne connaissais presque rien à l'informatique encore à cette époque là. Donc imaginez-vous quand on reçoit Macintosh, puis qu'on a eu un ordinateur qui se démontait avec 4 vis, on arrive avec un bidule qu'il faut enlever des clips, des vis, glisser des choses. Donc ça a vraiment pas été facile. Donc j'ai un peu réduit la valeur de la machine en faisant ça, mais c'est pas grave. Le plus important c'est qu'elle fonctionne, et puis de toute façon elle est quand même en bon état à peu près partout. Donc si on fait le tour, à l'avant on a un lecteur de disquette Zips. Malheureusement je n'ai pas de disquette. Donc j'ai débranché le lecteur pour pas qu'il cause de problème dans la machine. On a un lecteur de CD-ROM SCSI 24X qui fonctionne mais qui a un peu de difficulté parfois. Donc un lecteur de disquette SuperDrive comme l'appelait Apple à l'époque, de 1,44 MO, donc c'est des disquettes 3 pouces et demi. Un détecteur infrarouge. Donc on peut utiliser une télécommande sur cette machine. Donc j'ai utilisé une télécommande programmable. Puis vous pouvez utiliser cette machine pour monter, descendre le volume, faire jouer de la musique, mettre sur pause ou un film. Donc c'est quand même relativement utile. Ici on a un bouton du volume à l'avant. Je sais pas trop l'utilité, puisque on peut s'occuper du volume à partir de l'OS. Donc je comprends pas vraiment l'utilité d'avoir mis ça là. Mais c'est pas grave. Un connecteur pour casque et une entrée d'air, ainsi que le logo d'Apple. D'ailleurs Apple aurait dû garder ce logo là. Les côtés sont absolument vides, il n'y a rien à part un petit logo Apple ici. Cette machine pèse 1 tonne. Je crois qu'elle pèse plus lourd que mes Dell. C'est pas possible comment cette machine est lourde. Donc ici, cette machine avait beaucoup de possibilités quand même pour l'époque. Vous payiez cher à l'époque, mais au moins vous aviez des options, pas comme aujourd'hui. Mais donc je vais vous faire le tour. Ici on a le connecteur pour les écrans d'Apple. J'ai pas de convertisseur pour le mettre en VGA, mais j'ai un moniteur, mais j'y reviendrai. Donc ici on a un bout de plastique, c'est pour mettre un synthoniseur. Donc oui, cette machine peut avoir un synthoniseur. On n'a qu'à mettre la carte, la brancher et probablement mettre un logiciel, puis vous êtes prêt à avoir la télévision sur votre machine. Franchement c'était très simple à faire à l'époque. C'est dommage qu'aujourd'hui ils proposent plus ça. Ici on a un autre trou vide. On peut y mettre des prises 3 couleurs, donc jaune, rouge et blanc. Donc vous pouviez enregistrer une prise composite dans cette machine. J'ai vu une vidéo sur YouTube où cette machine, quelqu'un testait, je crois, c'était Super Mario Bros. Non. En tout cas, c'était sur la Super NES. Puis il pouvait enregistrer avec cette entrée-ci. Ici, on a le port ADB classique pour le clavier et la souris, le port imprimante, le port modem. Pour une raison qui m'échappe, j'ai l'impression qu'ils ont juste mis un bout de plastique pour le cacher, parce que quand je regarde sur la carte mère, je vois le connecteur. Donc,
Mais bon, je me compliquerai pas la vie non plus pour ça. J'ai pas besoin d'un modem. De toute façon, j'en ai déjà un installé ici. Donc, cette partie-là, vous pouvez avoir plusieurs choix. Donc, le connecteur propriétaire d'Apple, le modem habituel, puis je crois qu'il y avait un autre port aussi, mais j'ai oublié le nom. Ici, on a une prise SCSI, hein, donc ce n'est pas un port parallèle, c'est un connecteur SCSI, il faut faire attention. J'ai déjà essayé de brancher une imprimante, puis ça fait juste planter l'ordinateur, c'est pas fait du tout pour ça, là, c'est du SCSI. Ici, on a une entrée pour le microphone et une sortie audio. Donc cette machine a un merveilleux son quand même. J'aimerais bien vous le montrer, mais bon, ici, il est presque 3 heures du matin, donc je peux pas me permettre de mettre le son très fort. Et ici, on a une autre entrée, je sais pas à quoi ça sert. Mais bon, c'est pas très grave. On a deux ports d'expansion PCI. Donc, malheureusement, je n'ai pas de programme pour le Macintosh qui permet d'utiliser vraiment des cartes PCI ou même une carte graphique. J'aurais bien aimé mettre une carte graphique à l'intérieur pour avoir du VGA. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Ici, on a un bloc d'alimentation. Donc, je sais pas combien de watts il peut fournir. Je sais pas s'ils l'ont inscrit ici. Non, ils l'ont pas inscrit, mais bon. Ici, on a le bloc, les anciens blocs. J'ai comme l'impression qu'ils ont pris un bloc ATX puis qu'ils l'ont modifié. Donc, ici, c'est pour brancher, bien entendu, l'électricité de la ligne. Donc, ce qui permet, bon, d'alimenter l'ordinateur. Il y a aussi un autre connecteur ici pour pouvoir brancher un écran. Donc, mon écran se branche ici. J'ai pas besoin d'utiliser deux prises pour faire fonctionner l'ordinateur, ce qui est quand même utile. Et ici, on a pas le connecteur, mais bon, la barrure Kensington. Donc, maintenant que j'ai terminé de vous présenter l'extérieur de la machine, je vais la démonter, puis je vais vous faire un tour de l'intérieur de la machine. Donc, je démonte ça et je reviens. Donc, maintenant que j'ai démonté l'ordinateur, je vais vous je vais vous montrer les pièces et l'intérieur. Donc, je ne peux pas démonter plus l'ordinateur que ça. Bon, en fait, oui, je peux, mais le problème, c'est que cette machine est tellement complexe à démonter et à remonter que je préfère ne pas du tout refaire ça. Cette machine est juste trop complexe à démonter. Il faut enlever le panneau de côté, des vis, après ça faire glisser pour avoir l'accès à l'intérieur, c'est vraiment pas pratique. Donc ici c'est l'arrière de la devanture. Donc on a un blindage de métal. Ici, comme je vous ai montré avant, on a le connecteur de l'écran ainsi que le bouton d'allumage. Ici, on a le rack pour mettre la carte mère. Donc, vous pouvez voir, comme je vous ai dit tantôt, on n'a qu'à la faire glisser et on a un connecteur dans le fond. Ici, on a le ventilateur du bloc d'alimentation. Si je tourne l'ordinateur, cette machine est vraiment très lourde. Donc, nous avons ici les deux connecteurs pour brancher le lecteur zip ou un autre lecteur SCSI. Ici, on a le connecteur pour le lecteur CD-ROM. J'y reviendrai. Et ici, on a l'endroit pour le lecteur de disquette 3 pouces et demi. Et l'endroit pour mettre le disque dur IDE. Ce n'est pas un disque dur SCSI. Ce qui m'arrange, puisque bon, c'est beaucoup plus facile à trouver. Nous avons ici le lecteur CD-ROM. Et on a un gros connecteur de plastique dessus qui nous permet de juste pouvoir le brancher et le déconnecter. Donc je vais vous montrer. Il n'y a aucun fil à placer, donc on fait juste le connecter et voilà, il est prêt. Donc je vais le laisser là, t'inquiète, de toute façon il va falloir que je remonte l'ordinateur. Donc ici on a le lecteur zip. Donc je l'ai probablement dit, mais ce lecteur-là est déconnecté en permanence puisque je n'ai aucune disquette zip, puis aussi parce que bon, le lecteur a été ouvert, donc il n'est plus scellé. Donc de toute façon, si jamais il brise quelque chose du genre, ça empêche l'ordinateur de démarrer puisqu'il détecte mal ou je sais pas trop, je préfère le laisser déconnecté pour le moment. Ici on a le lecteur de disquette
Mitsubishi. Donc, un lecteur de disquette qui éjecte automatiquement, 1,44 MO, avec le connecteur qui envoie le courant. Donc, on a qu'un fil à brancher le lecteur de disquette. Franchement, ce que je trouve drôle avec ces Macs-là, c'est qu'on a une mixture de plein de technologies différentes qui rend le tout pas très homogène. Autant la connexion du lecteur CD-ROM est bien, il aurait pu l'appliquer, je sais pas, la même chose pour le lecteur de disquette, le disque dur. Non, ils ont fait juste ça pour le lecteur CD-ROM. Ici, on a le disque dur. Donc, au risque de me répéter, il s'agit d'un Quantum Fireball de 6,0 gigaoctets. Donc, c'est un disque dur Apple, l'original. Cette machine, selon Wikipédia, était livrée avec un maximum de 6 GB, il me semble justement, ou de 8 GB. Donc, cet ordinateur-là était probablement dans le haut de gamme. Il me semble qu'il avait coûté 2500$ ou 3000$ à l'époque, donc c'est vraiment pas donné. Vous pouvez voir ici le dessous du disque avec leur support en plastique pour les faire glisser à l'intérieur. Donc, lui aussi, je vais le rebrancher. Donc, comme j'ai dit, il s'agit d'un port IDE, ce qui c'est quand même intéressant. D'habitude, Apple utilisait des ports SCSI. Mais bon, ça fait mon affaire. Des disques durs SCSI, c'est pas facile à trouver. Tandis que des disques durs IDE, il y en a à l'appel. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante de tout ça. La carte mère. Donc, le CPU, vous pouvez voir ici, ça c'est le système de refroidissement du CPU. Le radiateur doit faire 8 mm d'épaisseur, avec un ventilateur qui est vraiment très petit puis qui n'a pas l'air de pousser beaucoup d'air. Donc ça montre que c'est vraiment une puce qui dégage pas beaucoup de chaleur. Ici, j'ai pris la peine d'enlever la RAM. Donc ici vous avez la RAM, c'est toutes des pièces Texas Instruments. Donc toutes les puces sur cette RAM sont tous de Texas Instruments. Donc, ici nous avons les connecteurs pour la RAM. La RAM, comme j'ai dit, bon, c'est du Texas Instruments. Je ne sais pas trop c'est quel type. Je ne sais pas si c'est de la SDRAM modifiée ou un type propriétaire, parce que bon, il y a deux encoches dessus, comme la SDRAM. Mais j'ai essayé de mettre de la SDRAM à l'intérieur, puis ça rentre pas. Donc, je sais pas. Je sais pas c'est quel type. Vous pouvez voir ici, il est inscrit DRAM 2, donc je sais pas. Ici, on a le circuit pour la cache. Donc, ce qui est bien. Et pas bien en même temps. Puisque bon, la cache d'habitude est supposée être dans le processeur au plus proche. Il me semble qu'elle est éloignée, la cache. Mais bon, au moins, il y a de la cache, ce qui aide au processeur. Ici, vous pouvez voir tous les condensateurs sur cette machine sont des condensateurs solides avec un gros boîtier de métal. Donc, c'est pour garantir une fiabilité, je suppose. Ici, on a la puce ATI 3D Rage 2. Attendez un petit peu. Donc, ici, on a la puce 3D avec 2 ou 4 MO de RAM, il me semble. Ici, on a un autre connecteur bizarre, je sais pas à quoi qu'il sert. La pile pour garder l'heure, donc cette pile-là ne fonctionne plus vraiment, mais bon, je sais pas c'est quel voltage cette pile-là. Mais bon, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, 4.5 volts, puisque de toute façon, c'est pas... l'ordinateur peut quand même bien fonctionner sans la pile, j'ai juste à placer l'heure à chaque fois qu'il redémarre, puis de toute façon, il peut fonctionner ça. Ici, on a, je suppose que c'est la RAM pour la carte vidéo. Ici, on a le Lucent, ça doit être un modem ou celui qui s'occupe du port Internet, ou peut-être SCSI ici, port imprimante. Je suppose que ça doit être une puce multifonction. Ici, on a le tout petit processeur, donc je vais vous mettre une image pendant que j'en parle. Donc, c'est un vraiment petit processeur, franchement. Quand j'ai eu la machine la première fois, j'ai été surpris. À l'époque, il y avait le Pentium 1,
Puis bon, vous savez, la taille du Pentium 1, il est au moins 2 fois plus gros, donc c'est assez surprenant, surtout que bon, vous savez que le PowerPC est quand même plus puissant que le Pentium, donc c'était quand même vraiment une bonne architecture à l'époque, malgré bon le fait qu'Apple vendait ça très cher, puis que c'est vraiment pas très convivial à l'intérieur, donc on peut pas faire grand chose non plus. Modifier cette machine-là n'est pas facile. Mais bon, vous pouvez voir, au moins c'est quand même bien pensé jusqu'à un certain point. Mais bon, c'est différent au moins. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai été un peu surpris. Donc, je vais remettre la RAM, le radiateur et toutes les autres pièces. Puis je continue de vous montrer bon, l'écran, le clavier et la souris. Donc, je reviens. Puis juste avant de passer à le site, vous pouvez voir le dessous, il y a quand même beaucoup de puces. Donc le dessous de la carte mère n'est pas vide. Apple s'est permis de faire une petite carte, mais en compensant, en mettant des puces, beaucoup de puces de chaque côté. Donc bon, c'était la vue arrière. Donc comme j'ai dit, je termine de remonter ça et on reprend la présentation. Donc on va maintenant passer aux autres périphériques. Donc ici, j'ai la souris pour les nuls. Donc, oui, je l'appelle comme ça, ou la souris des idiots. Donc, c'est la souris à un bouton. J'ai toujours trouvé ça très stupide d'Apple d'avoir gardé ce concept-là pendant si longtemps. Franchement, juste un bouton. C'est une souris à boule. Il s'agit de la Apple Desktop Boss Mouse 2. Donc, c'est probablement la deuxième ou troisième révision de cette série de souris là. Donc c'est pas longtemps après que Apple ait changé en fait de souris anguleuse et qui avait l'air d'un carré. Donc ça faisait pas longtemps qu'il avait changé de style. Aussi, j'ai le clavier. Bien entendu, donc le clavier est du même style que la souris. C'est le Apple Design Keyboard. Donc, encore une fois, c'est du ADB. Avec les pieds ici. Donc c'est un clavier relativement standard. Donc c'est pas trop dépaysant. Les touches, c'est du dôme en caoutchouc, mais on a quand même une partie mécanique à l'intérieur en deux parties, ce qui rend l'utilisation plus douce et moins compliqué que les claviers qui n'ont qu'une seule touche, qui peut avoir un peu de friction ou pas trop de sensations. Donc ceux-là ici sont quand même très bien, puis il fait pas beaucoup de bruit le clavier. Je vais vous faire écouter. Donc ça c'est le clavier. Je vais vous faire entendre un clavier de la même époque chez le concurrent d'Apple. Ou ça. Ou même l'autre ici que je suis en train de tester, le compact. Donc on a un clavier quand même très silencieux. Donc comme vous pouvez voir, aucune pièce n'est jaunie sur cet ordinateur à part l'écran, ce qui est dommage, mais bon. Donc voilà, ça ici c'est tout pour le clavier. Donc on va passer à la dernière pièce. Donc l'écran. Donc malheureusement, cet écran n'est pas dans la meilleure des formes. Bon, on peut voir déjà de l'extérieur il est jauni, de 1. De 2, il y a beaucoup d'heures d'utilisation. L'image est un peu floue. Parfois il y a une ligne qui monte du bas vers le haut. Elle n'est pas toujours là, elle n'est presque pas visible. Donc il faudrait vraiment que j'ajuste ce moniteur là, mais ce moniteur n'a jamais été ouvert. C'est un produit Apple, j'ai pas trop envie de jouer dedans, donc c'est pas comme un moniteur d'ordinateur normal qui vaut pas grand chose. Donc même si bon, j'aime pas vraiment Apple, je sais que ça a quand même une valeur historique, puis aussi que bon, ça vaut de l'argent. J'en retrouverai pas un facilement comme ça. Donc j'attendrai qu'il soit un peu plus loin avant de m'en préoccuper. Donc ce moniteur là est contrôlé digitalement. Donc vous pouvez voir ici on a les options pour le classer, ainsi que bon, le contraste et la luminosité sont contrôlés par des potentiomètres ainsi que le volume. Donc si je ferme le capot ici, on a le bouton d'allumage, vous n'y toucherez pas puisque bon, il est branché dans l'ordinateur, donc il est ouvert par l'ordinateur, donc
pas besoin d'y toucher. Ici, on a une prise casque. Ce qui est bien, c'est que l'ordinateur fait la différence entre la prise casque de l'écran et la prise casque quand on le branche à l'avant. Quand on le branche ici sur l'écran, il coupe les basses, puisque bon, il y a un haut-parleur de basse à l'intérieur de la machine, j'ai oublié de vous le dire. Puis, il le coupe quand on met les écouteurs. Tandis que quand il n'y a pas d'écran, ben, quand il n'y a pas d'écouteurs, il détecte. Donc, c'est quand même bien fait. Donc, si je fais tourner la machine, donc l'écran tourne quand même très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Je peux le faire aller dans la direction que je veux sans aucun problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du WD-40, puis j'en ai mis sur la base pivotante. Donc, l'écran m'obéit au doigt et à l'œil, surtout au doigt. Donc, il s'agit d'un Apple Multiple Scan 15 AV Display. Donc, c'est un écran de 15 pouces, comme vous pouvez probablement le deviner, avec la prise pour l'électricité ainsi que le son, et la prise pour le connecteur vidéo. Donc, je vais replacer tout ça. Et on va aussi arrêter là pour cette vidéo, puisque bon, je fais mes vidéos en deux parties, donc la partie physique et la partie logicielle. Donc la partie physique est terminée. Donc je vais vous dire, ou du moins vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo, si vous voulez voir les logiciels qu'il y a dans cette machine. Je peux vous dire que il y a macOS 8.0 qui fonctionne sur cette machine. Donc, ça peut vous donner un aperçu. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.